Donc, ils ont constaté récemment des mouvements sur le terrain où un morcellement serait en cours. Donc, ils se sont révoltés. Si le quartier est vraiment inhabitable, pourquoi on veut le morceler et pour donner ses parcelles à qui? Donc, cela a fait un peu de bruit le mardi 6 novembre. Normalement, la mairie doit être en train de régler ce problème avec le district. Et c'est ce que nous vous disions. Il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été racontées sur les déguerpissements. Ces quartiers-là étaient pour la plupart non inondables. Il n'y a jamais eu d'inondation à Gesco. Et en plus, c'est un quartier qui était, comment on dit, loti. Voilà, il y a des gens qui avaient des ACD là-bas. Il y avait des villages. Vous avez vu le cas d'Adjamé Village. Vous avez vu le cas de Banco 1. Donc, il y a beaucoup de contre-vérités qui ont été racontées. L'avenir nous dira pourquoi ces déguerpissements et à qui on veut donner ces terrains. Voilà. On a enregistré des plaintes de la SODECI. La SODECI se met sur les traces de la CIE. C'est vrai qu'ils ont le même directeur général. Et là, les gens commencent à se plaindre des factures exorbitantes de la SODECI. Et l'autre plainte qui est encore plus importante, c'est que depuis environ 2 mois, la SODECI a envoyé des courriers à certains de ses abonnés, notamment à Bobo Ndotré et à Williamsville aussi, pour leur faire part d'un changement de compteur. Les compteurs normaux allaient être remplacés par des compteurs numériques. Malheureusement, depuis que les compteurs numériques ont été installés, les abonnés constatent des coupures récurrentes qui vont de 2 à 5 jours et pour les dépanner, c'est tout un problème. Le service clientèle n'est pas facile à joindre et quand ils arrivent à joindre les agents de la SODECI, certains réclament de l'argent avant de les dépanner, ce qui n'est pas normal. Donc, il y a beaucoup de problèmes avec ces compteurs numériques. Nous conseillerons, avant qu'on ne comprenne bien ce qui se passe, que, en tout cas, ceux qui ont le choix restent sur les anciens compteurs. Parce que tous ceux qui sont passés aux compteurs numériques ont vraiment beaucoup de problèmes de coupure. Et c'est particulièrement à Ndotré et à Williamsville que nous avons constaté ces plaintes, ou du moins que ces plaintes nous sont parvenues. Voilà. Donc, SODECI, pardonnez, l'eau là, c'est important. Tout le monde en a besoin. Faites-nous du service de qualité, d'autant plus que vous avez le monopole. Nous, on n'a pas le choix. Les factures que vous nous donnez là, on paye. Même quand c'est exorbitant là, tu t'en vas te plaindre. On dit qu'il faut payer d'abord. Et c'est ce que la CIE aussi fait. Voilà. Mais au moins, donnez-nous du service de qualité. Voilà. L'éducation nationale. Il y a une injustice qui nous a été signalée contre les inspecteurs pédagogiques du secondaire. C'est un corps de métier qui est formé à l'ENS. Quand ils sortent, ils sont inspecteurs pédagogiques du secondaire. Malheureusement, il a été signalé récemment que dans leurs affectations, au lieu de mettre inspecteur pédagogique du secondaire, on met encadreur pédagogique de l'enseignement général. Donc, ils ne comprennent pas du secondaire général. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Ça ne correspond à aucun corps. Ça ne correspond à aucun emploi et aucune fonction qui soit dans la grille salariale du ministère de la fonction publique. Donc, vraiment, ils s'en sont plaints. Ils souhaiteraient que l'emploi et la fonction pour lesquelles on les a formés, qui est inspecteur pédagogique du secondaire, soient respectés avec les avantages qui vont avec, plutôt qu'on les appelle maintenant encadreurs pédagogiques du secondaire général qui ne répond en rien à la grille et qui risque de les pénaliser. Donc, on veut attirer l'attention du DRH de la fonction publique sur cette situation. Il y a un collectif d'associations de parents, des parents d'élèves et étudiants, un collectif de 3 associations se sont mis ensemble pour une conférence qui a eu lieu le 14 novembre et ils ont décrié beaucoup de problèmes. On ne pourra pas tous les citer, mais il y a le problème des fonds de l'inscription en ligne qui n'est pas reversé, les fonds des COGES qui ne sont pas non plus reversés, qui portent préjudice au fonctionnement des établissements, les retards dans les paiements des subventions des établissements privés. En même temps qu'on dénonce le retard dans le paiement de la subvention, en même temps on demande aussi que cette subvention soit retirée aux établissements qui n'ont pas de bon rendement. Parce que les examens à grand tirage sont vraiment en baisse, surtout du BPC au BTS.
les taux de réussite sont en baisse et ça, les parents d'élèves ne sont pas du tout contents. Ils demandent que les établissements qui n'ont pas de bon rendement soient sanctionnés en n'y affectant plus les enfants des gens. Voilà. Il y a beaucoup d'autres griefs, on ne pourra pas tous les citer. Ils demandent l'indulgence du ministère de la fonction publique par rapport à la suspension des salaires des leaders syndicaux qui ont fait la grève récemment parce que cela risque d'avoir un impact sur l'enseignement. Voilà, ils souhaiteraient qu'il y ait un dialogue inclusif entre syndicats et autorités pour que l'année scolaire se passe de façon paisible. Ils souhaiteraient aussi qu'il y ait une amélioration des infrastructures scolaires. Il y a beaucoup d'écoles boutiques qui n'ont pas les infrastructures qu'il faut, qui forment au rabais et cela se ressent après dans la scolarité des enfants et même dans leur insertion professionnelle parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre les formations et les besoins sur le terrain. Donc, ils ont parlé vraiment de beaucoup de choses. Ils ont demandé aussi que se poursuive la réforme du BTS qui est importante et bien d'autres choses. Voilà. Il s'agit de l'OPCI, l'UNAPCI et l'AAPCI qui sont 3 organisations de parents d'élèves. Voilà. À la geste aussi, l'année passée, on vous avait signalé le fait que les ouvriers travaillaient 24 heures sur 24, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas conforme au droit du travail. Dieu merci, depuis un certain temps, ça a été corrigé. Maintenant, les ouvriers travaillent 8 heures par jour, mais il y a un autre problème, c'est celui de leur salaire qui a plusieurs vitesses. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir des contrats directs avec la Gestosi, il se trouve que le DG de la Gestosi a pris un prestataire qui s'appelle Prestimex. C'est lui qui gère le personnel des ouvriers, dont il est devenu intermédiaire entre Gestosi et les ouvriers. Et donc, ce n'est pas le DRH qui gère les ouvriers directement. Ça a plusieurs conséquences. D'abord, les salaires ne sont pas meilleurs puisqu'il faut que le prestataire lui-même se serve. Au passage, ce prestataire-là, sa société appartient au petit frère du DG de Gestosi. Donc, c'est en famille qu'on gère la société. Et donc, ce prestataire-là ne paye pas bien les ouvriers. Ils n'ont même pas de contrat de travail, ils n'ont pas de contrat d'embauche. Ils ont des contrats de prestation de 9 mois de 10 mois à 1 an qu'on renouvelle. Donc, ils ne sont pas embauchés. C'est ceux qui sont gérés directement, c'est-à-dire les cadres et autres. Vous savez, dans les emplois des sociétés, là, en général, on a 4 catégories. On a les cadres, on a les techniciens supérieurs, on a les agents de maîtrise et puis on a les ouvriers et employés. Donc, au niveau de Gestosi, c'est les ouvriers là qui sont gérés par Prestimex et qui fait des salaires à plusieurs vitesses pour le même travail, pour le même contrat. Il y en a qui ont 200 000 et il y a d'autres qui ont 350 000, d'autres ont 250 000, ainsi de suite. Donc, il y a un problème pour les salaires et donc les employés s'en plaignent. Ils souhaiteraient avoir des contrats d'embauche et des contrats d'embauche avec la Gestosi. Voilà, parce que quand la Gestosi passe par Prestimex, non seulement ils sont maltraités, mais en plus, ils n'ont pas de contrat d'embauche définitif. Donc, on voulait signaler cette situation qui n'est pas normale, qui existe peut-être dans d'autres sociétés que nous ignorons, mais ce n'est pas en famille qu'on gère une société d'État. C'est très grave, c'est vraiment très grave. Voilà, il faut que cela soit corrigé. Pour aller dans la même veine, on a été informé de l'existence d'une plateforme qui s'appelle e-emploi RHDP. Pour postuler là-bas, il faut être RHDP et il y a même dans les conditions, quand on remplit son identification, il y a une case où c'est marqué numéro de militant. Voilà, dans ce contexte où on se plaint du chômage, dans ce contexte où les jeunes vont à la mer pour mourir dans les migrations, où on se plaint du fait que les jeunes ne veulent pas travailler, voilà que l'État de Côte d'Ivoire, qui devait travailler pour tous les Ivoiriens, a autorisé la création de ce site-là qui s'appelle e-emploi RHDP, qui est destiné seulement aux jeunes du RHDP. En cette période de pré-campagne, d'année préélectorale, vraiment, nous estimons que c'est comme si c'était un chantage à la jeunesse. Pour travailler, il faut être RHDP, c'est très dangereux. Donc, nous souhaitons que cette plateforme soit supprimée et que les emplois soient ouverts à tout le monde. On vous avait déjà dit
que par rapport à l'agence emploi jeune, même il y avait aussi des problèmes. Même pour s'inscrire sur leur plateforme, c'est pas évident. Et même quand vous êtes inscrit, c'est pas évident non plus d'avoir accès à tous les services qu'ils proposent aux jeunes. Voilà, quand on est président là, on est président pour tout le monde. Malheureusement, chez nous ici là, on confond État et parti au pouvoir. Voilà, surtout que nous, dans notre cas, on a malheureusement un gouvernement monocolore, c'est-à-dire un gouvernement où tout le monde est RHDP. Du coup, c'est pas facile pour les autres, alors qu'ils sont censés travailler pour tous les Ivoiriens. Donc, ressaisissez-vous, nous sommes en année préélectorale, on a besoin que la gouvernance soit vraiment assainie et il y va de vous-même votre intérêt. Parce que si les conditions pour des élections transparentes sont réunies, cela pourrait vous porter préjudice. Voilà, donc vraiment, ressaisissez-vous, c'est pas du tout bon et c'est pas conforme à la Constitution qui dans son article 15 commande qu'il y ait l'égalité des chances entre les jeunes, il y ait l'égalité des chances pour l'emploi. Voilà, c'est très important. Le samedi dernier, nous étions dans le cadre d'un focus avec des agents de la SDTM et du MGCI qui sont des sociétés du groupe Carré d'Or qui ont été licenciés en 2021 et jusqu'à présent, ils n'ont pas été payés. Leurs droits n'ont pas été payés. Ils ont été licenciés simplement parce qu'en demandant de meilleures conditions de travail, ils ont fait la grève. Ils ont fait la grève en respectant les normes, en déposant un préavis, ainsi de suite. C'est malgré cela qu'ils ont été abusivement licenciés et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment l'inspection du travail fait, mais ça fait déjà près de 3 ans, ils ne sont pas encore payés et cela fait beaucoup de dégâts au niveau des familles qui sont dans des difficultés. Ils ont enregistré déjà 9 décès, on a visité 2 des veuves. Vous aurez le focus d'ici ce soir ou demain matin, mais vraiment c'est une situation désastreuse. On dit toujours qu'on n'est pas dans un état de droit, on ne le dit pas parce qu'on n'aime pas le pouvoir en place, on le dit parce que ce sont les réalités des Ivoiriens. Voilà, nos droits ne sont pas respectés, même par des structures étatiques, même par la justice, et ça fait peur. Voilà, voilà un cas de travailleurs qui sont lésés dans leurs droits, ce qui n'est pas du tout normal. Voilà. Donc, vous avez certainement vu aussi sur la toile un problème qu'a vécu la famille Kouatano du côté de Krébé. C'est une sous-préfecture du département de Daoukro où la famille Kouatano a une parcelle de 10 hectares sur laquelle elle avait planté du teck. Et depuis 2020, il y a des individus non identifiés qui se sont permis d'investir cette parcelle pour faire de l'orpaillage clandestin. Et ces gens-là sont venus s'installer, ils se sont multipliés. Et donc, le samedi dernier, un membre de la famille est allé sur cette parcelle, elle a fait une vidéo qui a été virale et à partir de cette vidéo, la gendarmerie a enfin réagi parce que plusieurs fois, la famille s'était plainte, on leur disait d'attendre, on ne sait pourquoi, jusqu'à ce qu'il y ait cette vidéo. Finalement, la gendarmerie a réagi et les gens ont été chassés. Mais quand elle a fait la vidéo le samedi, le même samedi soir, ils ont été visités. Son père a été poignardé. Heureusement qu'elle-même n'était pas à la maison. Des téléphones ont été emportés, la télévision. Et donc, finalement, la gendarmerie a réagi. Et le lundi soir, il y a 2 individus qui ont été arrêtés. Mais vous-même, vous avez vu la vidéo. Il y avait plus de 2 individus là-bas. Il y avait des dizaines de personnes avec tout le matériel pour extraire l'or. Et donc, voilà la situation dans laquelle cette famille est. Aujourd'hui, elle est menacée. Elle est menacée. Donc, nous voulons vraiment interpeller la gendarmerie et la police de Daoukro pour dire que cette famille a besoin de protection. Il s'agit de sa parcelle. Elle a le droit d'y accueillir qui elle veut et de refuser qui elle veut. Et ce n'est pas parce qu'elle a refusé des gens qui ont déjà exploité la parcelle pendant déjà plusieurs années, puisqu'ils sont là depuis 2020, que leur sécurité va être menacée. Donc, elles ont besoin de protection et on espère que les enquêtes se poursuivront jusqu'à établir toutes les responsabilités et arrêter tous ceux qui font ça. Cela dit, c'est une situation qui existe dans tout le pays. Quand je dis tout le pays, c'est du nord au sud, d'est en ouest. Il y a de l'or partout. Et il y a l'orpaillage clandestin partout, avec
tous les problèmes que cela engendre. Ils polluent les eaux, même les grandes eaux. Ils polluent les terres, ils font des trous partout. Ces terres-là ne sont plus exploitables pour les cultures. C'est vraiment très, très grave cette affaire d'orpaillage-là. Et même, ils créent aussi du désordre social parce qu'avec l'argent de l'orpaillage, ils font beaucoup de bêtises et vraiment ça crée beaucoup de problèmes d'instabilité dans les sociétés où cela existe, dans les on va dire les terroirs où cela est pratiqué. Et comme c'est dans tout le pays, on doit interpeller aussi le ministère des Mines. Normalement, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de l'ordre devait être mis. Voilà, s'il n'y a pas de complicité de l'administration, de l'ordre devait être mis pour que les choses soient réglementées et que cette pratique-là se fasse dans la légalité et non dans l'illégalité et la violence. Et tous ceux qui osent dénoncer sont automatiquement menacés. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc vraiment, il faut qu'on trouve des solutions pour régler tout ça. Voilà. Je vous ai informé que il y a le CONASASI, le Conseil national des syndicats agricoles dirigé par M. Tia Marcel, qui fait des vidéos tous les lundis sur la page du CONASASI. Si vous allez là-bas tous les lundis, vous aurez des informations sur la situation des paysans en Côte d'Ivoire. Et ce lundi-là, il a parlé de la stabilisation des prix. Quand on parle de stabilisation, là, ça veut dire qu'on garantit le prix. Et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas depuis 10 ans. Non seulement ça, on ne finance pas le circuit de commercialisation depuis Bourg-Champ jusqu'à l'international. Ce qui fait que les paysans, on vous l'avait dit la semaine passée, malgré la campagne qui s'est ouverte depuis le 1er octobre, ça ne va pas chez les paysans. Tout simplement parce que le Conseil Café Cacao ne joue pas le rôle pour lequel il a été créé et les paysans sont dans la tourmente. C'est pour ça qu'ils demandent qu'il y ait un audit de la gestion du Conseil Café Cacao et que leur filière leur soit rétrocédée. Voilà. Mais on ne les écoute pas et ils continuent de souffrir. C'est le pays seul qui profite de ce qu'eux ils produisent, mais eux-mêmes sont dans la misère, eux-mêmes sont dans la pauvreté et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller suivre la page du CONASASI tous les lundis. Voilà. Élection 2025. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Nous ne sommes même plus à 1 an de ces élections. Nous sommes à 11 mois de l'élection présidentielle. Et quand on sait ce que l'élection présidentielle a déjà produit comme crise en Côte d'Ivoire, on devrait s'en inquiéter. On devrait s'en inquiéter et on devrait être solidaire pour demander ce qu'il faut afin d'éviter une nouvelle crise électorale en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il est très important d'être honnête dans ce qu'on fait et d'être honnête dans ce qu'on propose. Malheureusement, la CEI qui a été créée dans un cadre pour créer la confiance entre les acteurs est en train de faire autre chose. Elle est en train de faire autre chose et malheureusement, l'opposition n'est pas conséquente. Pourquoi je dis que l'opposition n'est pas conséquente? L'opposition n'est pas conséquente parce que depuis le dialogue qui a pris fin en mars 2022, le 5e dialogue politique, l'opposition aurait dû insister pour que le dialogue se poursuive afin de régler rapidement et en amont tous les problèmes liés à l'élection de 2025. Ça n'a pas été le cas. Ils étaient dans leur division. Ils n'ont pas pu mettre la Côte d'Ivoire avant leur division. Et là, maintenant, nous sommes à 11 mois plutôt de l'élection présidentielle et on ne voit toujours rien. Ils ont créé des plateformes pour l'instant. Bon, ils ont demandé le dialogue politique, c'est tout à fait normal. Nous, on pense qu'ils auraient dû le demander plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Mais actuellement, qu'est-ce qu'ils font pour que ce dialogue-là soit forcé? Nous, on a dit que pour que ce dialogue-là soit forcé, il faut que l'opposition sorte de la CEI. Parce que quand on se plaint de la CEI, ce qu'on nous rétorque, c'est que tout le monde est représenté à la CEI. En tout cas, pour la société civile, là, nous autres, on ne sait pas qui a choisi ceux de la société civile qui sont là-bas. Maintenant, pour l'opposition, là,
c'est vrai que les grands partis sont représentés, mais il y a plusieurs qui ne sont pas représentés. Mais même ceux qui sont représentés là, c'est malgré leur présence là-bas que la CEI se comporte comme elle le fait. Nous tous, on sait qu'elle n'est pas indépendante, mais il y a trop de biais dans son fonctionnement. Elle ne travaille pas de façon consensuelle avec tous les acteurs politiques qu'elle devrait rassurer. Donc nous, on a dit que la solution là, au lieu de rester dans le dialogue de sourds jusqu'à on va arriver en octobre 2025, la solution serait que les partis d'opposition sortent de la CEI. Quand ils vont sortir de la CEI, ça va créer l'incident qui va relancer le dialogue sur la CEI. Et ça, là, ils n'entendent pas. C'est maintenant on apprend que le 13 novembre, le PPACI a rencontré la CEI, c'est pour aller demander poste de vice-président. C'est poste de vice-président là qui va donner quoi? Soyons un peu sérieux. Ces postes de vice-président du PPACI à la CEI, là, c'est ça qui va changer quoi? Il faut poser les vrais problèmes. Les vrais problèmes, là, c'est l'inscription du président Gbagbo. Ça, c'est un problème. Parce que ce n'est pas un service qu'on demande à la CEI. C'est dans son droit qu'il soit inscrit sur la liste électorale parce que, tout simplement, il a été acquitté à la CPI. On ne peut pas le juger pour des faits pour lesquels il a été acquitté à la CPI. C'est la même chose pour le ministre Charles Blé Goudé. Voilà les vrais problèmes. Un autre vrai problème, c'est le fait que pendant qu'on est en train de préparer l'élection présidentielle, il y a un leader de l'opposition, en l'occurrence le Premier ministre Soro Guillaume, qui est en exil. Il n'est pas plus coupable que tous ceux qui nous dirigent actuellement. C'est lui qui est en exil. Hein? C'est tout ça là, on doit poser comme problème pour être sûr qu'on va créer les conditions de la paix pour l'élection 2025. Affaire de VP à la CEI, là, c'est quitter où? Nous, on dit tous les politiques là, sortez de la CEI. C'est parce que vous êtes dans CEI là, il y a problème et puis on ne peut pas régler. Sortez de la CEI, lancez un appel à candidature, vous allez recruter des personnes impartiales pour gérer la CEI, à qui on va donner une vraie indépendance et puis maintenant on va travailler. Voilà. Pardonnez, ne faites pas ça. On est à 11 mois, on n'a plus le temps. Et l'idéal serait que ce dialogue-là soit initié en 2024 là. De sorte qu'on arrive en 2025 sans pression. Mais on est là, on parle de choses qui ne sont pas importantes. Et on met de côté ce qui est crucial, ce qui est important, ce qui est capital pour qu'il y ait la paix. Nous là, en tant que société civile, c'est notre rôle de dire à tout le monde, pouvoir comme opposition, ce qui est important pour qu'on aille à la paix. Parce que quand vous ne faites pas la paix entre vous là, ce n'est pas vous qui mourrez, hein. C'est vous les mêmes là qui êtes là depuis. Et puis les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent sur la base de vous, vos décisions. Donc c'est nous qui sommes dans le peuple là, c'est nous qui mourons. Quand il n'y a pas la paix là, c'est nous qui prenons les pots cassés. On est fatigué de ça. Soyez un peu plus responsables et pensez à nous. Nous qui vous votons là, nous qui vous soutenons là, pensez à nous. Parce que dans le peuple là, vous avez vos militants, vous avez vos partisans. Et puis vous avez nous autres là, qui sommes dans la société civile, qui essayons d'être vraiment le plus objectif possible pour faire des propositions qui fassent avancer notre société. Donc pardonnez, on est à 11 mois. Laissez affaire de VP là. Sortez de la CEI. Tous les politiques là, sortez de la CEI. Vous allez prouver à la population que vraiment vous n'êtes pas d'accord avec cette CEI et que vous voulez qu'elle soit réformée avant 2025. Donc à bon entendeur, salut. La révision de la liste électorale s'est achevée ce dimanche, le dimanche 17 novembre. Et vous savez très bien, vous avez vu sur la toile, nous, cette année, on a eu la grâce d'être observateurs, on a aussi observé beaucoup de choses. En tout cas, les résultats ne sont pas bons. Les résultats ne sont pas bons parce que, comme on l'avait dit, il aurait été idéal que depuis le premier trimestre 2024, la CEI ait communiqué tout le calendrier du processus électoral pour que chaque parti se prononce dessus. Quand on a un calendrier consensuel, on le met en œuvre dans la paix et tout le monde y participe véritablement. Voilà, hier, à la RTI, on nous a annoncé qu'on a seulement 800 000 inscrits. Jusqu'au vendredi, on avait 800 000 inscrits. Quand on va ajouter ceux du samedi et du dimanche, on ne sait pas à combien ça va monter, mais c'est sûr qu'on aura moins d'1 million d'inscrits pour 4 500 000
inscription souhaitée. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le quart même des objectifs attendus. Et c'est dans ça, là, on dit on a mis 18 milliards. Un temps, il y a des tablettes qui ne marchaient pas. Il y a des imprimés qui n'étaient pas en quantité suffisante. Il y a beaucoup de problèmes qui ont été relevés. Tout à l'heure, nous allons faire un focus dessus, dont nous n'allons pas entrer dans tous les détails, mais sachez que ça a été un échec. Et si la CEI est vraiment sérieuse, elle va faire un bilan avec tous les acteurs, un bilan avec les politiques comme avec la société civile, tirer des leçons de ce bilan-là pour organiser une autre révision électorale début 2025. En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite, c'est ce que nous, on propose, non seulement pour être conforme à l'article 6 du Code électoral, mais surtout pour garantir qu'il n'y ait pas d'exclusion dans cette révision électorale qui est très, très, très importante. Voilà. Donc, pour aujourd'hui... Mathilde, Pulchéric Ballet fait des révélations fracassantes dans cette vidéo que vous avez vue ici. Je vais commencer par la CEI dont elle a pris pour parler dans sa vidéo. Vous savez, elle a raison. Dans le cas des partis politiques qui sont aujourd'hui dans la CEI, ce n'est pas la solution. Car les partis politiques eux-mêmes disent que la CEI n'est pas crédible. Le plus important, c'est d'abord de sortir de cette CEI. Parce que ça ne sert à rien d'y être. Vu que dès l'instant où vous entrez, on vous fait signer un document où vous jurez de garder tout ce qui se passe là-bas secret. Donc de ne pas le dire à votre parti politique ni à personne. Même si vous le dites, ce sera caché, mais jamais en public. Sinon, vous encourez des peines de prison. Alors à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. La meilleure des choses, c'est de sortir tous les partis politiques de la CEI et de laisser seul le RHDP dans la CEI. En ce moment-là, le RHDP aura vraiment l'obligation de revenir sur la table de négociation pour discuter, pour dialoguer et pour avoir de meilleures solutions. On ne peut pas organiser des élections présidentielles avec une telle CEI, tout le monde le dit. Mais les mêmes qui disent qu'on ne peut pas le faire avec cette CEI acceptent quand même que leurs membres soient dans la CEI. Ce n'est pas une bonne chose. A contrario, le poste de vice-président que le PPACI demande, ça je peux comprendre. Et pour moi, je me dis, à défaut par exemple de tout ce qu'on va chercher, c'est un meilleur poste. Parce que le poste de vice-président est exactement comme le poste de président. Donc, il remplace le vice-président et les deux travaillent en symbiose. Ce qui me dit que tout ce qu'il y aura de mal dans la CEI, le vice-président pourra en ce moment-là dire au président que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et comme je ne suis pas d'accord, il faut qu'on revoie tout ce qui est en train de se passer. Parce que le président est le seul qui prend la décision. Il est le seul qui fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas de vice-président, il n'a pas de contre. Il n'a pas une personne qui sera là pour dire que ce que tu dis n'est pas vrai. Autant que Koulibaly Kubiak connaît la justice, autant il faut qu'on envoie un vice-président là-bas qui connaît aussi la justice. Alors les deux ensemble vont pouvoir discuter et trouver des solutions pour avoir un travail performant et un travail efficace. Mais là encore, est-ce que le vice-président seulement pourra suffire pour que l'action soit crédible? Parce que ce n'est pas le vice-président qui sera dans tous les bureaux de vote. Ce n'est pas lui qui sera représenté dans tous les bureaux de vote. Donc, il faut une transformation en profondeur. Il faut que la CEI soit impartiale. Je suis d'accord sur ce point même avec Charles Goudet qui dit que les partis politiques ne doivent pas être dans la CEI. La CEI doit être impartiale. Aucun parti politique ne doit être à l'intérieur. Elle doit juger les élections sans état d'âme, sans favoriser qui que ce soit. Seulement les méritants qui ont gagné qui doivent s'en sortir. La team, Pulchéric Ballet nous a encore parlé de si c'est e-commerce, si c'est e-connect, ce site où les Ivoiriens peuvent avoir facilement un emploi. Mais s'ils ne sont pas dans le RHDP, ils ne l'auront pas. Vous avez écouté aussi sa sortie par rapport à ça. Et nous avons déjà fait plusieurs sorties là-dessus. Je ne peux que rajouter que le RHDP, voilà quoi, ils sont dans une exclusion mais totale. Ça veut dire, ne rêvez plus qu'en Côte d'Ivoire, vous aurez la liberté de choix. La liberté de faire ce que vous voulez. C'est terminé, c'était avant. Aujourd'hui, dans le RHDP, vous n'avez plus la liberté de rien du tout. Vous devez tous autant que vous êtes
faire exactement ce que le RAIDP attend de vous. Donc, vous inscrivez sur le RAIDP pour pouvoir mériter d'avoir un travail, pour pouvoir bientôt même mériter de respirer l'air qui passe. Voilà pourquoi ils sont en train de transformer ce pays en un pays d'étrangers, parce qu'ils savent très bien qu'avec les étrangers, ils auront la possibilité de tout faire. Avec les vrais Ivoiriens, ils auront du fil à retordre. Ce n'est pas facile. Il faut une mobilisation générale pour dire non à certaines décisions qu'Alassane Ouattara, qui sont contre nature, même pour la société, et qui sont contre les lois, car les lois sont claires sur les tests par rapport au travail et par rapport à la discrimination quand on est dans le milieu de la recherche de l'emploi.